Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. J'ai fait tous les régimes possibles et imaginables, tout ce qui existe. J'ai subi du harcèlement, des humiliations, des insultes. J'essayais de me réfugier dans la nourriture, mais plus je mangeais, plus je grossissais, plus je subissais d'insultes, plus je mangeais quand même. Enfin, c'est un cercle sans fin, quoi. Ça ne s'arrête jamais. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, j'ai plus le choix, parce que sinon, si je continue comme ça, je vais finir par mourir ou finir dans un fauteuil roulant et plus rien pouvoir faire. Je ne veux pas, je ne peux pas. Et donc du coup, je me suis tournée sur la chirurgie bariatrique. Sauf que, avec la sleeve, on opère l'estomac, mais on n'opère pas le cerveau. Et c'est là que je suis tombée sur le terme hyperphagie, où là je me suis dit, je suis malade. Clairement, je sais que l'hyperphagie m'a sauvée. Maintenant, je sais que, peu importe ce qui se passe dans ma vie, j'ai pas besoin de le manger. Soyez en paix avec vous-même, vous êtes unique, vous êtes magnifique, il faut croire en vous, en votre guérison, le chemin il est très long, et si vous arrivez à aller jusqu'au bout de ce chemin, ce sera un très beau cadeau que vous pourriez vous faire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Émilie. Émilie a 31 ans et souffre d'hyperphagie depuis longtemps, à peu près 18 ans. Elle a fait son premier régime à l'âge de 9 ans, prescrit par un médecin. Arrivée au collège, Émilie a subi du harcèlement, des humiliations et elle s'est réfugiée dans la nourriture. Les premières compulsions ont commencé, un cercle infernal dans le dégoût de soi et l'envie de disparaître. Émilie est passée par la chirurgie bariatrique, un échec cuisant, elle nous explique ici pourquoi. Après la naissance de son fils, Émilie a fait des recherches et compris que ce dont elle souffrait était bel et bien une maladie, l'hyperphagie. Le chemin de travail sur elle-même, accompagnée de professionnels, n'a pas été linéaire, mais ces petits pas mis bout à bout ont permis à Émilie de gravir la montagne et de pouvoir aujourd'hui s'accepter et vivre toutes ses émotions sans les enfouir sous la nourriture. Elle a créé un compte Instagram qui lui permet de partager son expérience et de créer du soutien autour de ce trouble du comportement alimentaire encore peu connu, l'hyperphagie. Je vous laisse découvrir le témoignage d'Émilie. Bonjour Émilie, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir. Comment vas-tu ? Bonjour Anne, ça va bien toi ? Ça va, je te remercie. Alors pour dire un petit peu la façon dont on s'est connues toutes les deux, en fait on est toutes les deux sur Instagram, on a toutes les deux des comptes Instagram et le tien qui s'appelle Hyperphagie et moi, si je me trompe pas, m'a permis d'entrer en contact avec toi et de découvrir un petit peu plus qui tu étais et ce que tu vivais en fait dans ta relation avec l'alimentation. Du coup, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, alors moi c'est Émilie, j'ai 31 ans, je suis aide-soignante en soins palliatifs, j'ai un petit garçon de 3 ans, j'habite en Normandie, voilà. Et puis voilà à peu près, je suis hyperphage, je atteinte d'hyperphagie depuis très très longtemps, quasi 18 ans, ouais, à peu près. Je savais pas que c'était de l'hyperphagie pendant tout ce temps, mais... Oui, mais justement, est-ce que tu veux nous partager alors ce parcours, peut-être dans l'ordre chronologique ou comme tu le sens ? Alors j'ai fait mon premier régime, j'avais à peu près 9 ans. Parce que j'étais un peu rondelette par rapport à tous les autres enfants. Du coup, les médecins ont alarmé mes parents en me disant « Oh là là, attention à son poids, faut qu'elle maigrisse ». Donc mes parents ont suivi, on a fait les régimes des magazines, c'était vraiment super restrictif, pas de gras, j'ai fait tous les régimes possibles et imaginables. Sans graisse, sans sucre, tout ce qui existe. Et tout ça à 9 ans, hein. Les premiers, ouais, vers 9-10 ans grand maximum, ouais. C'était très très jeune.
C'était très Oui. jeune. Malheureusement, comme tous les régimes, hein, on perd du poids et on reprend le double, donc ça ne Ouais. m'a pas aidé du tout. Ensuite, je suis rentrée au collège, hein, étant donné que j'étais plus grosse que les autres, les enfants entre eux, malheureusement, c'est un peu l'enfer, donc j'ai Mm. subi du harcèlement, des humiliations, des insultes. C'était Mm. des insultes du genre cours pas, ça va faire un séisme, attention le poids lourd arrive. Enfin, voilà, c'était Waouh. des choses vraiment pas super. Mhm. Même d'hyper violent, quoi, hein. Moi, je suis avec toute cette violence, en fait, dans Ouais, les propos. ouais, c'était très très violent. Ouais, j'avais pas beaucoup de copines, et puis celle que j'avais essayait de me défendre, mais c'est pas facile Mm. quand on a quasi tout un collège contre soi. Voilà, Ouais. c'est pas Waouh. évident, Mm. mais bon. Ouais, donc de ça, je me suis repliée sur moi-même, je me suis réfugiée dans la nourriture, clairement. Et c'est là qu'a été le début des compulsions, avec tout ce que ça engendre, un dégoût de soi, ça a été... Mm. enfin, voilà, Mm. je me détestais, je voulais disparaître, clairement. Enfin, je voulais qu'on arrête de me voir, et ouais, j'essayais de me réfugier dans la nourriture, mais plus je mangeais, plus je grossissais, plus je Mm. subissais d'insultes, mais plus je mangeais quand même. Enfin, c'est un cercle sans fin, quoi. Ça Mm. ne s'arrête Mm. jamais. Tout ça, c'était tout au long, finalement, de la fin de ta primaire et tout le collège, et peut-être même le lycée, C'est du ça. coup. L'entrée au lycée, Ouais. ça a été pour moi un renouveau, en fait. Donc j'avais 16 ans, je pesais à peu près 130 kilos. Je m'étais dit, Ouais. oh là là, mon Dieu, ça va être horrible. Je m'attendais déjà à subir Mm. tout un tas de choses, et finalement, pas du tout. Ça a été même l'inverse. J'ai eu plein d'amis, des gens voilà, qui me respectaient, qui ne se moquaient pas de mon poids, qu'on avait limite rien à faire. C'était vraiment, voilà, qui me Ouais. prenaient vraiment pour Émilie et pas pour le poids que je faisais. Et c'est là où j'ai fait, pour la première fois, où j'ai suivi une diététicienne qui m'a fait perdre Mhm. 30 kilos, donc c'était bien. Sauf que les diététiciennes de l'époque, il y en a encore maintenant malheureusement, mais on nous donne un plan alimentaire avec des poids de légumes, de féculents à respecter, etc. dans Mm. son assiette. Du coup, on reste dans le contrôle, et à un moment donné, quand on lâche un peu du lest, ça repart, quoi. Mm. Donc j'ai Mm. repris du Mm. poids. Donc, Ça venait pas travailler à la source, en fait, du problème. ça m'a appris, oui, à faire des plats équilibrés, à savoir manger équilibré, mais le problème de base restait là. J'avais toujours des compulsions alimentaires, je mangeais toujours en cachette, enfin, voilà, la source n'était pas du tout prise en compte, donc ça marche quelque Mm. temps, mais Mm. pas sur Oui. la durée. Et oui, c'est ça. Et toi, du coup, alors, même si j'entends que finalement, cette entrée au lycée, ça a permis au niveau social déjà de souffler, quoi, hein, de trouver des personnes qui t'acceptaient pour, comme tu dis, hein, parce que tu étais toi, Émilie, ta personne, en fait, tout entière. Et qu'en même temps, ça devait être déjà tellement plus confortable que ces années de collège. Mais comment tu vivais ça, toi? Alors, les compulsions, j'imagine, tu mettais pas ces mots là-dessus. Enfin, comment tu vivais ce qui se passait avec la nourriture? J'étais un peu, enfin, je sais pas trop comment expliquer. Je me détestais, moi, déjà, mon physique, je ne pouvais pas le voir en photo. Voilà, je m'insultais, je me supportais pas, j'étais un monstre. Enfin, voilà, clairement, j'avais aucun Hmm. amour de moi-même, rien. La nourriture restait un refuge quand même, j'avais besoin. C'était comme une drogue. Ouais, la relation avec la nourriture était très très compliquée, j'y pensais tout le temps, je ne pouvais pas m'empêcher de manger quand il y avait Hmm. quelque chose à manger, je le mangeais, enfin, même si j'avais plus faim, même si, voilà, fallait que je mange. Mais en même temps, manger en public était compliqué, parce que le regard des autres, c'est toujours pareil, quand on est gros, manger en public, manger une glace au bord de la plage, même en pleine canicule, il y a toujours des regards, toujours des gens qui rigolent, toujours... Hmm. voilà, c'est toujours un peu compliqué. Oui, c'est ça. La relation était compliquée à la fois dans le regard que tu avais sur toi-même et Mm. les regards que les autres pouvaient avoir sur toi en train de manger ou toi d'une manière générale. C'est ça, c'est tout à fait ça, ouais. Le regard des autres est très dur parfois.
Oui, donc il y a eu ce parcours avec cette diététicienne, du coup, qui t'a permis de perdre pas mal de kilos. Mais voilà, on en était au fait que c'était de la restriction, hein, finalement, et ça travaillait pas à la source du problème. Comment ça a évolué après, du coup? Ça a évolué que du coup j'ai fini par arrêter de voir cette diététicienne parce que j'ai changé de ville, je suis partie de chez mes parents à 18 ans, donc je suis partie vivre toute seule dans un appartement pour suivre mes études et du coup j'ai arrêté de suivre cette diététicienne. Les compulsions étaient toujours là, j'ai décidé de laisser vivre en me disant de toute façon je peux rien y faire, voilà, c'est comme ça, tant pis. Ce qui fait qu'à 25 ans, je faisais 160 kilos. Et là, je me suis dit, ça a été le choc. Je me pesais quasiment plus. Hein, donc, le jour où j'ai vu le 160 s'afficher sur la balance, ça a été un choc pour moi. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. J'ai plus le choix parce que sinon, si je continue comme ça, je vais finir par mourir ou finir dans un fauteuil roulant à plus rien pouvoir faire. Et je ne veux pas, je ne peux pas. Et donc, du coup, je me suis tournée sur la chirurgie bariatrique. J'ai fait une sleeve. Ouais. Donc j'ai fait une sleeve en 2015. Et j'ai perdu 60 kilos avec cette sleeve. Donc très bien, j'étais très contente. Sauf que avec la sleeve, on opère l'estomac, mais on n'opère pas le cerveau. Et que y a une phase un peu, ce qu'on appelle un peu phase de lune de miel, où pendant quasi un an, tout va bien. On peut manger tout ce qu'on veut, on s'en fout, on perd du poids, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Sauf que les crises finissent par revenir et que j'ai repris du poids. Derrière, avec tout ça, j'ai repris du poids, j'ai repris plus de 30 kilos. Donc du coup, voilà, c'était très difficile à gérer. Et après, je suis tombée enceinte. 2 ans après la sleeve, je suis tombée enceinte, j'ai eu mon fils. Et là, ça a été une prise de conscience, en fait, que je suis malade. Les crises, c'est pas rien. J'ai fait pas mal de recherches, etc. Et c'est là que je suis tombée sur le terme hyperphagie, où là, je me suis dit, je suis malade. C'est pas juste des crises comme ça parce que je le veux bien. C'est pas ma volonté, c'est pas moi qui le veux. Je suis malade. Et là, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé ma vision des choses. Ouais. Oui, ça veut dire que finalement, au niveau médical, parce que avant la sleeve, après, il y a des suivis médicaux, même psychologiques, hein, si je ne me trompe pas. Oui, pas en fait, forcément. personne n'avait mis le doigt sur le problème de comportement, du coup. Le problème, c'est que la chirurgie bariatrique, il y a un petit suivi avant, où on voit effectivement une psychiatre, mais c'est pareil, la psychiatre, on lui dit ce qu'on veut, parce que j'avais déjà toutes ces crises-là, mais je lui en ai pas parlé. Clairement, je voulais me faire opérer, donc je n'ai pas dit ce que j'avais. Et le problème, c'est que le suivi après opération, c'est pareil, c'est au bon vouloir du patient. Et moi, j'ai été revoir la diététicienne une fois, je crois, après l'opération. Et comme tout allait bien, que je perdais, j'ai pas vu l'utilité de continuer. Et du coup, j'ai revu personne derrière, en fait. Donc, le suivi médical derrière, si c'est pas le patient qui le fait, il y a rien. Et donc, moi, je l'ai pas fait. J'ai peut-être eu tort, mais voilà, je l'ai pas fait. Oui, parce que, alors, tu parlais aussi de cette lune de miel, du coup. Hein. Est-ce que ça veut dire que pendant cette année qui a suivi la sleeve, finalement, les compulsions avaient disparu, du coup ? C'est ça. Je n'avais plus de compulsions. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je n'avais plus aucune compulsion. Mais ça n'a pas duré. Hein. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je trouve que ton expression de lune de miel est vraiment super parlante du coup, parce que tout d'un coup il y avait quelque chose d'une adéquation entre la façon dont tu te sentais et la façon dont ton corps en fait perdait du poids. Enfin, c'était c'était comme un cercle vertueux en fait, quelque chose comme ça. Oui, c'est tout à fait ça. C'est très bien. Je mange ce que je veux en petite quantité, forcément, parce qu'en début d'opération, on mange très très peu. Mais je pouvais manger du chocolat, manger une viennoiserie. Enfin, même si je mangeais pas équilibré sur ma journée, peu importe, je perdais quand même du poids. Donc, ce qui fait que finalement, on intègre ça au fil du temps en se disant, de toute façon, quand je mange, je m'en fiche, je perds. Sauf qu'au bout d'un moment, ça marche plus comme ça. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Et du coup, les crises sont revenues, mais en beaucoup plus fortes. C'était pire qu'avant l'opération. Ah ouais, comme un espèce de boomerang, tu sais. C'est l'image que j'avais, quoi. Ouais, le truc qui revient comme ça.
C'est tout à fait ça. On se reprend tout en pleine face et on recommence en pire. Et puis, il y a eu la naissance de ton fils, du coup, qui est arrivé. Et alors, peut-être pas complètement en même temps, mais quelque chose, une prise de conscience, ou en tout cas un moment où tu t'es dit, c'est pas normal, quoi. Il y a un truc, c'est pas normal, il faut que je creuse. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là ? En fait, je faisais pas mal de recherches parce que oui, je me disais... c'est bizarre, enfin, ça se rapproche, ce que je vis, ce que je ressens, ça se rapproche quand même de la boulimie, mais moi je me fais pas vomir, donc est-ce que moi je suis aussi malade, ou est-ce que c'est vraiment moi qui ai pas de volonté, comme on me dit depuis tout le temps, que j'ai aucune volonté et que du coup je grossis parce que je le veux bien, et voilà. Et donc je me suis posé la question, est-ce que je suis vraiment malade? Donc j'ai vraiment fait des recherches, ce qui est compliqué parce que l'hyperphagie, on n'en parle pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ma page Instagram, parce que je voulais qu'on en parle et que voilà, les gens se sentent moins seuls, parce que on parle beaucoup de l'anorexie, on parle beaucoup de la boulimie, ce qui est très bien, hein, il faut en parler, mais l'hyperphagie, c'est beaucoup moins connu. D'ailleurs, quand j'ai découvert ça, j'en ai parlé à mon médecin traitant, et la première chose qu'elle a fait, c'est de me mettre sous anxiolytique. Clairement, ça n'a rien fait. Ah oui, c'est... Voilà. Clairement, à part me faire prendre 5 kilos de plus en 3 semaines, c'est tout ce que ça a fait. Oui, ce que tu soulignes aussi là, c'est qu'il y a vraiment une méconnaissance de cette... toi, tu dis maladie, en fait. Tu poses ce mot-là de pathologie, finalement, en lien, tout comme le sont l'anorexie, la boulimie, et qui devrait, du coup, pouvoir être diagnostiqué et expliqué par les médecins, du coup, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a comme une espèce de désert, de creux à cet endroit-là, en fait, et qu'on a vite fait de dire aux personnes, c'est du grignotage, faut arrêter, la volonté, comme tu disais, c'est juste une question de volonté, mais non, en fait, il se passe autre chose psychologiquement, en fait, et du coup, alors les anxiolytiques, c'est ça que tu disais. Oui. Oui, les anxiolytiques ne servent à rien. Non, clairement, non, ça ne sert à rien. Alors, en tout cas, moi, ça ne m'a servi à rien. C'est vraiment pas ce qu'il me fallait. Vraiment pas. Du coup, de là, moi, j'ai pris les devants. J'ai recherché une diététicienne qui serait peut-être un peu plus calée sur les troubles du comportement alimentaire, qui pourrait peut-être m'aider, qui me correspond un peu plus. Donc là, je suis tombée sur Mylène, ma diététicienne, qui me suit maintenant depuis 2 ans, qui m'a aidée d'une force, mais elle a été... en fait, dans nos rendez-vous diététiques, on parle d'alimentation, vraiment les 5 dernières minutes, d'alimentation et de poids. Sur une demi-heure de rendez-vous, oui, les 5 dernières minutes. D'ailleurs, elle me pèse vraiment à la fin. Tout le reste du rendez-vous... on parle de moi, de ce que je ressens, de ce que je vis, de comment je le vis, de mon passé, de tout ce que j'ai besoin en fait d'évacuer. Elle a joué pour moi un rôle de psy, de coach, de tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment une perle rare pour moi. Et elle m'a accompagnée aussi, elle m'a conseillé de faire de l'hypnose, de la kinésiologie, vraiment de travailler sur moi, sur mon passé, sur tout ce qui m'a blessée, chose qu'on n'avait jamais fait avant et que j'avais même pas pensé moi-même à faire non plus. Je sentais que j'avais besoin de faire autre chose, que ce soit pas plus violent, c'est pas le mot, mais vraiment de faire autre chose, de travailler un peu plus. Et l'hypnose m'a énormément aidée, la kinésiologie que j'ai fait après aussi. Avec l'hypnose, on a rendu visite à la Émilie Ado, si je peux dire ça comme ça, pour que je puisse me pardonner, pour que je puisse me consoler, pour que je puisse vider tous les bagages que je porte depuis plus de 18 ans. Pour que je vide toutes les émotions, les sentiments, la colère, etc. que je pouvais garder en moi, en fait. Comme un travail de nettoyage, c'est le mot qui me vient quand tu parles de vider, d'aller creuser sans être en train de tourner en rond à ressasser le passé, d'aller vraiment... tu parlais de plus violent, moi j'entends quelque chose de plus pointu, quoi, de plus précis, en fait, à cet endroit-là, qui vient nettoyer, qui vient prendre soin de l'émotionnel, en fait. Oui, c'est ça. C'est en fait, il s'est passé telle chose dans ma vie,
Mais c'est passé, maintenant je veux avancer, donc je clôt ce chapitre, on va travailler dessus pour que je n'ai plus toutes les émotions que je pouvais avoir dessus, encore de la colère, de la tristesse, enfin tout un tas de choses. Voilà, pas on efface, mais ouais, si, on efface un peu tous ces sentiments qui restent, toutes ces émotions qui restent et qui finalement me gâchent la vie. Clairement, qui me gâchait la vie. Et voilà, ouais, c'est ça, faire un travail de nettoyage, oui, tout à fait. Oui, du coup, aujourd'hui, tu relis bien, en fait, ces blessures émotionnelles et le comportement alimentaire, du coup. Ah bah oui, clairement. Je sais que ces crises d'hyperphagie, tout ça, ça m'a permis de me sauver, en fait. Ça a été mon échappatoire. Et après, c'était pas forcément la bonne solution, mais c'est la seule que moi j'avais à ce moment-là. Et ça m'a aidé. Ça a été mon moyen de défense. Clairement, elles m'ont sauvé la vie. J'aurais pu faire pire. J'avais pensé à faire pire, même déjà. Mais je l'ai pas fait, heureusement. Oui. Mais oui, clairement, je sais que l'hyperphagie m'a sauvée. Je sais pas ce que j'aurais pu faire si j'avais pas eu ça. Ça a été mon moyen de me consoler, de me rassurer. Et voilà, après, c'est pas forcément la bonne chose, mais c'est pas grave. Oui, je trouve ça vraiment précieux ce que tu dis là, de la façon dont finalement ça t'a sauvé. Enfin, ça t'a sauvé la peau, en fait. C'était la chose que tu as trouvée pour pouvoir avancer, en fait. C'est ça. C'est la seule chose que j'ai trouvée pour me sentir encore vivante, en fait, avec tout ce que je vivais. En fait, quand j'avais une crise, au moment où la crise se fait, donc on a quand même ce sentiment d'envie irrépressible de manger, un peu comme un alcoolique avec sa bouteille d'alcool, comme un drogué avec sa drogue, enfin, c'est la même chose. Et ce sentiment quand on accède à cette crise, quand on cède, le sentiment qui ne dure pas longtemps, mais ça y est, je vais mieux, je me sens apaisée et ça va, ça me permet de me sentir vivante. Et voilà. Bon, après, s'ensuit la culpabilité et tout un tas de choses, mais ce court moment ouais, je vais mieux, ça va aller, et voilà, ça m'a sauvée. Clairement, ça m'a sauvée. Ouais. C'est ça. C'était pour pouvoir vivre ces moments-là, en fait, de soulagement. Je ne sais pas si on peut mettre ce mot-là dessus. Oui, on peut, oui. Ouais. Ouais, vraiment, je reste avec aussi des moments où tu prenais soin de toi. Alors d'une manière qui n'était pas forcément celle que tu aurais voulu, enfin, parce que comme tu dis, après il y a la culpabilité, il y a tout ce qui se passe derrière, derrière les crises et à la fin des crises, mais dans ce moment-là où tu pouvais sentir ce soulagement, enfin, puis je suis aussi avec ce que tu dis de me sentir vivante, quoi. Il y a même quelque chose dans le corps, j'ai l'impression. Oui, ça fait vivre un certain apaisement, en fait. Moi je sais que maintenant j'arrive à ne plus avoir de crise là, depuis un petit moment, mais quand j'avais des crises, c'était avant que je puisse céder à la pulsion, parce que quand on a une crise, en général, enfin pour moi en tout cas, je ne peux pas criser s'il y a quelqu'un dans la pièce. Donc du coup, il peut y avoir un moment où il y a de l'impatience quand est-ce que je vais me retrouver toute seule, quand est-ce que je vais pouvoir, on toupine un peu, c'est un peu l'image du lion en cage où on tourne en rond, on essaie de s'occuper et puis ça marche pas, et vient ce moment où c'est bon, je peux criser, je peux manger ce que je veux manger et ça va aller mieux, et tout de suite il y a ce sentiment d'apaisement et voilà. Bon, après, derrière, oui, effectivement, ça ne va plus du tout non plus. Mais c'était l'apaisement qui était recherché pour se sentir mieux. C'est ça. C'est cette grande tension que tu décris, et c'est là que tu faisais le parallèle aussi avec l'alcool, ou on pourrait faire le même parallèle avec n'importe quelle drogue finalement, de cette tension, de l'attente, de l'impossibilité finalement de répondre à ce besoin-là, à ce moment-là, et ce soulagement, quoi, dans quelque chose à la fois mental, émotionnel et physique, du coup. Et comme c'est compliqué, quand c'est ça qui aide à avancer, d'imaginer qu'il puisse y avoir autre chose pas forcément à la place, mais soit de plus en avoir besoin, soit que ce soit autre chose qui nous apporte ça, du coup. Ah oui, ça a été compliqué aussi, ça, de me dire, mais
Donc je fais de l'hypnose, je fais de la kinésiologie pour effacer ces crises, pour que ces crises s'arrêtent. Mais en même temps, la peur du oui, mais si j'ai plus ces crises-là, comment je vais faire? Si je suis énervée, C'est si je suis ça. en colère, si je suis triste, d'habitude je réagis en compulsant, clairement. Là, qu'est-ce que je vais faire? Ça a été un peu, Mm. mais au secours, je retire ma carapace en fait, en quelque sorte. Et comment je vais faire? Je me retrouve mise à nu et qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais réagir en fait? Et puis finalement, on trouve d'autres choses. On laisse les émotions venir, on les vit et puis c'est pas plus mal en fait. Eh oui, raconte-nous alors du coup, comment c'est sans? Euh, on a l'impression d'être pas une autre personne, mais de revivre en fait. Je suis en colère, je suis en colère, je crie, j'exprime ma colère, tant pis. Je suis triste, je laisse les larmes couler et je ne les retiens pas comme je pouvais faire avant en fait. Je vis mes émotions, j'essaie de... Bon, parfois je les refoule parce que y a des contextes qui font qu'on n'a pas trop le choix, mais j'écoute beaucoup plus ce que je ressens qu'avant. Je laisse les choses Mm. s'exprimer, je dis aux gens quand j'ai quelque chose à leur dire qui me plaît ou qui me plaît pas ou quoi, je leur dis, je reste pas avec tous les sentiments en moi et qui peuvent me travailler après pendant très longtemps. Voilà, je dis les choses maintenant et ça fait beaucoup de bien en fait. Ben oui, j'imagine ça. Moi, j'entends, quand tu le dis comme ça, mais ça a l'air tellement naturel en fait, dans une grande confiance que c'est possible de le faire du coup. Et je suis avec aussi le chemin qui s'est passé entre les deux là. Tu veux nous en dire deux mots de comment tu es passé de cette impossibilité finalement à vivre tes émotions et à là, tout naturellement, tu nous dis, si je suis en colère, je le dis. Si je suis, bon, si c'est le moment de le dire, hein, avec Ouais, cette oui, nuance bien sûr de évidemment. pas être en train d'exploser, voilà. Si je suis triste, je pleure. Enfin, tu vois, comme quelque chose d'hyper évident, quoi. Donc c'est quoi le secret? Enfin, tu sais, j'ai presque à dire, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu entre ce moment où je gardais tout pour moi et ce moment où maintenant je vis les choses, il s'est passé 2 ans. 2 ans où j'ai énormément travaillé sur moi, sur tout l'aspect sentimental, etc. Mais aussi ce que je pouvais penser de moi-même. J'ai appris Mm. à aimer mon corps tel qu'il est, même s'il est absolument pas parfait selon les cases des magazines, etc. Mais il est ce qu'il est, il me permet de vivre, il me permet de faire plein de choses, et du coup, je l'aime tel qu'il est. J'ai appris à aimer la personne que je suis, à ne plus me dévaloriser, à ne plus m'insulter en me regardant dans le miroir, à ne plus... Enfin voilà, à accepter qui je Mm. suis. J'ai appris à accepter mes émotions. Enfin, c'est un travail très 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 long. Ça n'est pas arrivé Mm. comme ça en Mm. un claquement de doigts, hein, clairement. Voilà, faut vraiment travailler sur soi, prendre le temps. C'est très important de prendre le temps voilà, de se dire j'ai le droit en fait. J'ai le droit de m'aimer comme je suis, même si ça plaît pas aux autres, tant pis. J'ai le droit Mm. d'avoir ce sentiment-là, même si ça correspond pas à ce que les autres ressentent. Moi, c'est mon ressenti à moi et j'ai le droit de le ressentir aussi. J'ai pas à me justifier d'être triste à un moment où d'autres le sont pas ou quoi que ce soit. Enfin, il n'y a pas de grand secret à part travailler sur soi-même, apprendre à se connaître et puis se faire confiance et apprendre à s'aimer, quoi. J'entends que, comme tu le dis, hein, c'est pas un travail qui se fait en un claquement de doigts, que ça a été un travail de longue haleine et de ténacité aussi, Oui. d'apprentissage de t'aimer tel que tu es, en Mhm. fait, dans toutes tes dimensions, émotionnelles, physiques, mentales, enfin voilà, dans ta complétude, en fait. C'est un immense travail que tu as fait en 2 ans, Ah du oui. coup. Oui, oui. Ah oui, oui. Et puis j'ai failli baisser les bras, hein. Je le dis clairement, hein. Plus d'une Ah. fois, je me suis dit, oh là là, mais c'est trop dur, c'est trop compliqué, j'y arrive pas, j'arrive pas Mm. à me voir jolie, à me trouver bien, à m'aimer. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'avoir ma diététicienne qui était derrière moi, qui me faisait ne lâche pas, continue, c'est normal, ça va venir. Enfin, voilà, Oui. en fait, je pense qu'il faut arriver aussi
à avoir soit un entourage familier vraiment très proche qui peut nous soutenir, ou avoir un professionnel, quelqu'un qui est là et qui nous montre qu'on vaut le coup et qu'on est unique et que faut se battre pour ça. Enfin voilà, avoir un soutien derrière toute seule, je pense que c'est vraiment très très compliqué de travailler sur soi tout seul et ouais, je pense qu'il faut vraiment un soutien quand même derrière. Oui, oui, et puis c'est vraiment important ce que tu dis du fait que c'est pas un travail qui est linéaire en fait. Que ça peut être avec des creux, des bosses, même si ça avance en tout, si on regarde voilà, en arrière, on se rend compte que vraiment il y a eu du chemin de fait, mais qu'il y a aussi des moments de découragement, il y a aussi des moments de creux, et que là, ce qui était super important, c'est qu'il y ait des personnes autour de toi, dont ta diététicienne, qui te soutiennent, qui croient en toi en fait, qui te disent mais si, tu vas y arriver, tu vas voir, ça vaut le coup, continue, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est clairement pas linéaire, c'est clairement pas facile. Enfin, c'est comme tout, hein. On peut pas grimper les échelles comme ça, enfin tous les échelons d'une traite. Il faut prendre le temps. Parfois, on redescend un petit peu et puis on remonte un peu plus haut. Et puis et au final, on arrive à atteindre le sommet. Et quand on est tout en haut, c'est super chouette et on se dit que ça valait le coup. Ça valait le coup de souffrir un petit peu plus par moment et de se battre et d'arriver jusqu'en haut, c'est génial. J'aime bien l'image que tu donnes de gravir la montagne, là où ça peut... Franchement, on peut j'allais dire on peut en chier. Bah oui, je vais le dire, quoi. Où ça peut être terrible, terriblement difficile et fatigant. Et il y a des moments où on se dit, mais j'y arriverai jamais, et tout ça. Mais sauf que, une fois là-haut, la vue fait tout oublier presque. Enfin, il y a quelque chose de tellement beau une fois arrivé en haut à ce sommet-là. Alors, je dis pas que dans un travail sur soi, on arrive un jour en haut, et enfin voilà, mais il y a quand même un avant, un après, quoi. Non, c'est tout à fait ça. Oui, il faut grimper petit à petit, petit pas après petit pas. J'ai eu des moments où je me disais, mais ça fait 18 ans que j'ai des compulsions, ça fait 18 ans que je me déteste. Je vais pas y arriver maintenant, c'est pas maintenant à 31 ans que je vais me dire c'est bon, je m'aime et j'ai plus de compulsion. Et pourtant si, ça fait 5 mois, oui, presque 5 mois maintenant que je n'ai plus une seule compulsion, voilà, je me trouve jolie, j'aime qui je suis, j'aime ma personnalité, ça fait très narcissique ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai, j'apprécie qui je suis maintenant et je connais mes valeurs, je sais ce que je vaux et maintenant on peut m'insulter dans la rue, tant pis, enfin ils me connaissent pas, ils ne savent pas qui je suis loin d'être qu'un chiffre sur la balance, qu'une apparence et voilà, ils pensent ce qu'ils veulent mais moi je sais qui je suis et maintenant j'avance la tête haute et puis ceux qui veulent rigoler, qu'ils rigolent si ça leur fait plaisir mais tant pis, moi j'avance. Oui, et c'est important ce que tu dis par rapport au narcissisme, parce que pour moi, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec l'estime qu'on a de soi-même, en fait. Mais ça peut être tellement mal perçu et mal vu de dire je m'aime comme je suis, je prends soin de moi, je me mets en premier, par exemple, je me mets en priorité, je suis importante à mes yeux, etc., etc. Voilà, ça peut être pris pour je sais pas quoi, mais c'est pas ça, c'est juste de l'estime de soi et c'est juste super important et c'est primordial à mes yeux. Et c'est ça que tu soulignes aussi là. Mais oui, c'est tout à fait ça. On devrait tous s'aimer tel qu'on est, on devrait tous pouvoir vivre ce qu'on a envie de vivre et se fiche du regard des autres, de ce que peuvent penser les autres. Et tant que nous, on est heureux et qu'on est bien dans nos baskets et qu'on fait pas de mal à côté, voilà, on devrait tous pouvoir ressentir ça sans avoir à s'en cacher, quoi. C'est dommage d'être dans une... dans une vie où on se dit ouais, mais qu'est-ce que vont penser les autres, oh là là, mais si je dis ça, oh là là. C'est dommage. Du coup, aujourd'hui, tu dirais que tu en es où, Émilie? Comment tu vois la suite, surtout, aujourd'hui? Aujourd'hui, donc j'ai plus de crise. Je vis pour moi. Enfin, pour moi. J'ai quand même mon mari ou mon fils, mais je passe un peu plus en prioritaire sur le reste. La suite, je sais pas trop. Ça fait quand même que 5 mois du coup que je n'ai plus de crise, donc je sais que je ne suis pas à l'abri d'une rechute un jour.
Mais maintenant, j'ai les ressources pour arriver à combattre ça. Je me dis qu'une rechute, ça arrive et que c'est pas dramatique. Après, faut pas se laisser rembarquer dans un cercle vicieux où ça ne s'arrête pas. Si ça arrive une journée, tant pis, faut pas se focaliser là-dessus. Mais faut pas laisser la place, en fait, à la crise et à l'habitude, en fait. Je peux pas dire dans 1 an, 2 ans où j'en serai, je ne sais pas. Je sais que j'ai fait un chemin énorme vis-à-vis de mon passé et de tout ce que je pouvais ressentir là-dessus. Et c'est déjà énorme, c'est déjà très très bien. Et après, j'essaye de gérer le reste différemment. J'apprends à gérer différemment. Oui, oui, parce que c'est ça que j'entends, c'est que maintenant tu as des outils, ou je ne sais pas comment toi tu dirais, mais pour vivre ta vie et pour vivre les événements désagréables de ta vie d'une autre façon qu'en les mangeant finalement. C'est ça, oui, c'est tout à fait ça. C'est maintenant, je sais que peu importe ce qui se passe dans ma vie, j'ai pas besoin de le manger. Ça ne me sert à rien, ça ne me sert plus à rien. Qu'il y a d'autres manières d'exprimer ce que je ressens et ce que je vis et que voilà, faut que je me serve de ça. Après, ça peut arriver, finalement, de refaire une crise parce que voilà, j'en ai envie. Enfin, ça reste des pulsions. On peut pas tout contrôler. Mais voilà, j'ai tous les autres outils à côté qui peuvent m'aider à ce que ça n'arrive pas souvent et que je puisse m'en sortir définitivement, oui. Avant qu'on se quitte, Émilie, comment tu voudrais conclure cette conversation et peut-être surtout quel message tu aimerais transmettre à celles et ceux qui nous écoutent ? J'aurais envie de dire à toutes les personnes qui ont un trouble du comportement alimentaire, que ce soit de l'hyperphagie, de la boulimie ou quel que soit l'autre trouble, aimez-vous. C'est pas de votre faute, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas coupable, vous ne contrôlez pas ce qui vous arrive. C'est une maladie, c'est complètement indépendant de votre volonté, peu importe ce qu'on a pu vous dire avant, ce n'est pas un manque de volonté de votre part. Il faut vous pardonner d'avoir ce comportement. Enfin voilà, soyez en paix avec vous-même. Vous êtes unique, vous êtes magnifique. Il faut croire en vous, en votre guérison. Le chemin, il est très long, mais il n'est pas impossible. Et puis, si vous arrivez à aller jusqu'au bout de ce chemin, ce sera un très beau cadeau que vous pourriez vous faire. Je voudrais aussi juste rajouter que si vous cherchez un professionnel et que vous ne trouvez pas, il y a la plateforme Stop TCA qui existe. J'en parle pas mal sur ma page Instagram. Moi, je les ai pas consultés, mais je sais qu'ils sont vraiment calés en troubles du comportement alimentaire, qu'ils aident énormément. Et voilà, si vous hésitez, que vous ne trouvez pas dans votre coin, allez faire un tour sur leur page et vous trouverez de l'aide et de l'écoute. Oui, et puis alors il y a ta page aussi, si tu veux nous rappeler le nom de ta page, de ton compte Instagram, est-ce que tu y partages ? C'est l'hyperphagie et moi. Je l'ai créé il y a 2 ans maintenant, sous les conseils de ma diététicienne, encore elle. Et j'y parle de mon vécu quand j'avais encore des crises, de ce que c'est qu'une crise, de comment je le vivais, de ce que j'ai pu mettre en place pour m'en sortir, etc. Enfin, il y a pas mal de choses. Je reçois aussi pas mal de messages de demandes d'aide, etc. Donc j'écoute aussi s'il y a besoin. Voilà, n'hésitez pas à venir me voir et me faire un coucou. Merci encore, Émilie, pour ce partage et ce témoignage inspirant que tu nous apportes dans cet épisode qui arrive à son terme. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous laisser à Émilie ou moi-même un commentaire via mon blog que vous trouverez à cette adresse pouvoircannelle.com/blog ou sur nos comptes Instagram respectifs. Les liens sont dans la description de cet épisode. À très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.